Nous revoici pour la dernière table ronde de la journée. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux experts d'un sujet dont on a beaucoup parlé aujourd'hui tout au long de la journée, mais sans vraiment être trop spécifique, qui est le développement durable et tout ce qui touche en fait au changement sociétal dans ce sens, et qui, on va essayer de l'exposer aujourd'hui, bouscule un petit peu les business models. Donc Régis Koenig, bonjour, à gauche. bonjour à tous. Et peut-être en deux mots ce que tu fais et chez qui tu le fais. Bonjour à tous, je travaille chez Fnac Darty. Fnac Darty, c'est Fnac, Darty, Nature et Découverte, Wifix. Et je suis en charge de la politique service, donc tout ce qui touche à la différenciation par le service, parce qu'on vend à peu près les mêmes produits que tout le monde. Donc qu'est-ce qui fait que les gens ils viennent acheter chez nous plutôt qu'ailleurs? Et plus particulièrement, compte tenu des choix stratégiques qu'on a fait, je m'occupe de tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire et du choix qu'a fait le groupe de s'engager sur la consommation responsable et la durée de vie des produits. Et Damien? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Damien Pellet, je suis directeur du développement durable du groupe Galeries Lafayette. Donc, le groupe Galeries Lafayette, pour ceux qui ne le savent pas, comprend évidemment les Galeries Lafayette, mais également le BHV Marais, Louis Pion et La Redoute, qui nous a rejoint il y a quelques temps. Et donc, moi, je pilote l'ensemble de la démarche RSE de l'entreprise. Donc, ça va de la réduction de l'impact environnemental de nos opérations, aux relations avec les associations et surtout, et j'y reviendrai plus largement, le développement d'une offre qu'on appelle Go for Good dans nos magasins, d'une offre plus responsable. Alors, on a beaucoup parlé reprise, crise. Pour vos entreprises, peut-être rapidement, un petit bilan l'un et l'autre sur le bilan de cette crise Covid à ce jour. Hein, et à la fois sur votre secteur, qui sont bien spécifiques, qui sont bien différents, et puis sur votre entreprise en particulier. Alors, nous, c'était dramatique, je pense que ça a été évoqué longuement depuis ce matin. On est passé en un claquement de doigts, en une nuit, de pure player. On a mis au chômage partiel 80% des gens qui travaillent chez nous. C'était toujours des décisions difficiles. Et puis après, le pire, c'est que les 20% qui restaient, ils ont eu un boulot incroyable parce qu'il a fallu tout reconfigurer. On a l'avantage d'être omnicanal, donc on est déjà le deuxième acteur e-commerce en France. Mais quand on fait, ce que j'aime souvent dire, c'est que quand on fait x2 ou x4 pour le Black Friday, on s'y prépare 6 mois. Là, on ne s'y était pas préparé du tout, quoi. Et donc, du coup, c'était très, très dur. On a dû prendre des décisions. Black Friday, c'était quoi la comparaison avec un Black Friday Là, c'était un Black Friday pendant 3 mois, quoi. Donc voilà, on a dû tout changer tous les jours. Voilà. En gros, on a dû tout changer tous les jours pour passer à travers ça. On a la chance d'être solide. On a des équipes opérationnelles très, très, très organisées, très puissantes. Et on a aussi, du coup, bénéficié ou subi. Alors, je veux dire, bénéficier en chiffre d'affaires, mais un peu subi en termes d'organisation, toutes les catégories de produits qui sont phares chez nous, hein, qui ont été les catégories phares pendant le confinement. Donc tout le monde s'est équipé en ordinateur, tout le monde s'est équipé en imprimante. Et donc quand on a les entrepôts vides, que les fournisseurs ne veulent pas revenir, qu'on n'a pas assez de capacité de livraison, donc on a dû vraiment... Et globalement, voilà, on a fait sur la période du confinement, on a fait x2 sur l'e-commerce avec tous les magasins qui étaient fermés. Et depuis, en fait, il n'y a pas un retour à la normale. On a rouvert évidemment, comme tout le monde, le 11 mai, tous les magasins. On s'attendait à une dynamique progressive. La dynamique qui a été très forte, elle a continué à être très forte en magasin. Toujours poussée par les mêmes catégories d'ailleurs. Hein. Et en plus, là, la rentrée, il y a encore un nouveau phénomène sur les ordinateurs portables, par exemple, qui pousse vraiment beaucoup. Voilà, l'e-commerce a baissé, mais pas tant que ça. Hein, ça représentait, mais on pense que c'est durable et que ça va encore reprogresser. On a franchi une nouvelle étape, je pense. Pour vous donner les ordres de grandeur, l'e-commerce représentait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires total avant le confinement. Pendant le confinement, c'était 100%. Et après le confinement, c'est 25%. Voilà, donc on a gagné 40% en fait de croissance sur l'e-commerce entre avant le confinement et après le confinement. Et on pense qu'on sent quand même une progression. Donc, sachant qu'en plus, cet e-commerce, la moitié est fait en click and collect. Voilà. Donc, est-ce que c'est un e-commerce incrémental? C'est des nouveaux clients qui adoptent le canal ou oui, alors c'est quelque chose qu'on a regardé. On voit qu'il y a 1 million de clients qui n'étaient jamais venus ni chez Fnac, ni chez Darty, ni nulle part, ni en magasin, qui sont maintenant clients
qui sont devenus clients pendant la crise, pendant le confinement, et qui le sont encore. C'est-à-dire que, comme ça a été dit déjà tout à l'heure, qui ont changé leur comportement et qui continuent d'acheter chez nous. Donc en gros, on pourrait dire on a gagné 1 million de clients en net pendant ce confinement. Voilà, du positif. Damien? Alors de notre côté, moins positif quand même. C'est pas positif non plus, hein, parce que je vous fais pas le total du chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Je vous ai dit, je vous montre le verre à moitié plein. Voilà. D'accord, alors moi je vais essayer de montrer les deux faces. Donc bon, bien sûr, on a tout fermé. Le site e-commerce a été la seule activité qui a perduré. Elle a fait x2 pendant le confinement et a continué à très bien se porter. Nous, on est quand même essentiellement un business physique, donc on en est ravis que le digital se soit développé, mais évidemment, ça ne suffit pas à compenser. Alors, le verre à moitié plein, les clients fidèles sont là, les clients français sont là, on n'en a pas perdu, ils ont été là dès la reprise. Bonne nouvelle aussi, la Redoute. La Redoute fait une bonne année. La Redoute fait une bonne année, notamment tous les segments autour de la maison, de la décoration, via leur marque AMPM et la Redoute intérieure marche très fort. Et le verre à moitié plein, c'est la situation à Paris du tourisme. Nous, clairement, on a une énorme partie de notre activité, le magasin d'Haussmann, évidemment, mais pensons également au magasin des Champs-Élysées qui ont été énormément chahutés, alors déjà depuis 1 an, avec les gilets jaunes, avec les grèves. Bon, et là, évidemment, avec plus aucun touriste à Paris. Voilà, on a notre magasin principal et une des principales sources de revenus de l'entreprise qui a une baisse d'activité de 50%. Et on n'a pas surtout de visibilité claire sur le retour du tourisme. Les aéroports de Paris parlent maintenant carrément de 2023. Donc voilà, on s'apprête à passer une longue période assez difficile pour nos magasins Galeries Lafayette à Paris. Bon, écoutez, bon courage et on vous souhaite la reprise et surtout une reprise du tourisme. Et effectivement, on sait le poids de l'international dans les grands magasins parisiens. Alors, on a beaucoup parlé d'accélération digitale, changement des modèles de retail vers plus d'éco-responsabilité. Est-ce que cette crise, finalement, c'est un accélérateur de tendances préexistantes ou est-ce que ça change vraiment la donne ? Je ne sais pas. On peut tous. C'est ce qui est compliqué en cette période, moi, je trouve. C'est que on a tous plein d'idées, plein de pressions. Et en fait, 2 semaines après, on se rend compte qu'on s'était complètement trompé. Donc, que ce soit les prévisions de chiffres, les prévisions de comportement, enfin tout. Voilà. Donc, ce qu'on voit, on peut dire ce qu'on voit, c'est que il y a il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Donc, il y a une prise de conscience environnementale très très forte qui date il y a 18 mois, je dirais. 18 mois. Depuis 18 mois, en gros, il n'y a pas un matin, ou encore ce matin, 67% de baisse de la biodiversité chez les mammifères. Enfin, il n'y a pas un matin sans une mauvaise nouvelle sur le climat, globalement. Donc, il y a cette prise de conscience-là et qui crée une bipolarisation finalement de la société aussi, parce qu'on voit que la part des gens qui sont préoccupés par ce sujet-là et qui du coup changent leur comportement, elle devient majoritaire, mais elle est faiblement majoritaire. Il y a encore beaucoup de gens qui ne changent pas, même si on voit que la part des gens qui veulent changer leur comportement, etc., augmente. Bon. On n'a pas fait ces études-là encore, en tout cas on n'a pas les résultats, on est en train de les faire post-crise. Mais on voit que tout le monde a bien conscience que ça va s'accélérer ou que ça pourrait s'accélérer. Donc moi je ne pense pas qu'il n'y a pas un changement de paradigme. Ça, à mon avis, il n'y a pas de changement de paradigme, mais ça pourrait éventuellement accélérer. Après, quand on regarde les comportements, parce qu'il y a ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire, quand on regarde les comportements, c'est très très difficile à analyser. On a un suréquipement, par exemple, je parlais des ordinateurs portables, et c'est assez logique. Tout le monde s'achète un nouvel ordinateur, etc., parce qu'il faut télétravailler. Si jamais l'école referme, qu'est-ce que je vais faire, etc., je ne vais pas me retrouver dans la même situation. Donc il y a cette angoisse-là qui pousse à la consommation, qui pousse au volume. Et ça va complètement, je dirais, à l'encontre de toutes les tendances environnementales qu'on voit par ailleurs. Donc voilà, je reviendrai peut-être dans 2 ans et on pourra faire le bilan. Mais là, c'est beaucoup trop tôt, à mon avis. Bien de ton côté. Alors nous, oui, ça a plutôt eu tendance, je pense que ça a plutôt tendance à accélérer des phénomènes, mais pas en créer de nouveaux. Donc en tout cas, chez nous, il y avait 2 priorités très importantes qui étaient le digital et la consommation responsable. Elle reste des top priorités. Au niveau des comportements des consommateurs, je dirais que ça dépend vraiment des secteurs. Sur le secteur de l'alimentaire, on voit quand même que les choses sont mises en place depuis au moins 5 à 10 ans et ne font que s'accélérer. Sur la beauté, les cosmétiques également,
on voit que la préoccupation santé monte beaucoup. Nous, on voit beaucoup de gens maintenant dans nos magasins qui scannent systématiquement les produits avant de les acheter. Alors, c'est pas pour l'environnement, hein, c'est pour leur santé, attention. D'ailleurs, les cosmétiques, ils sont pas à la fête en ce moment, hein, parce que avec oui, le masque. Non, ils sont pas à la fête, mais c'est clair. mais en tout cas, les cosmétiques, on a des études en tout cas aux États-Unis qui montrent que les grandes marques sont en souffrance. Par contre, les jeunes marques positionnées clean et green beauty sont plutôt en croissance. Donc ça, c'est intéressant à voir dans la mode. En fait, je pense que le phénomène est là, mais il ne s'est pas manifesté de la façon la plus propice pour les retailers. Le comportement de consommation responsable, il ne s'est pas manifesté en se jetant sur les vêtements en coton bio. Ça, non. Par contre, il s'est manifesté en consommant moins. Et ça, c'est depuis 15 ans dans le secteur de la mode, 15 points de perte de valeur. Et je dois reconnaître que c'est assez rationnel de la part d'un client. S'il veut réduire son impact environnemental dans la mode, c'est vrai que c'est le principal levier, il faut bien le reconnaître. Je ne dis pas que c'est super pour nous, mais en tout cas, d'un point de vue efficacité sur la réduction de son impact, oui. Donc en consommant moins et en consommant de la seconde main. Ça, par contre, voilà, le phénomène de la seconde main, alors bien sûr, il n'est pas que porté par des préoccupations environnementales, il y a un sujet économique, mais il n'est pas absent. Donc il se manifeste déjà pour moi, et par l'émergence de nouvelles marques qui existent depuis longtemps parfois. J'ai 2 exemples. Patagonia, ça existe depuis les années 70, et Veja depuis 20 ans. C'est des marques qui, depuis 2-3 ans, dans nos magasins, ont des croissances exceptionnelles à 2 chiffres. Et on voit de plus en plus de success stories, mais c'est plutôt des nouvelles marques qui se construisent là-dessus. On ne voit pas encore de grosses success stories de marques classiques qui ont shifté et qui ont réussi à devenir 100% durables. Alors, consommer moins, c'est aussi des questions de pouvoir d'achat. Et avec la crise qui se profile, ça peut être assez profond. Quelles vont être les priorités pour les consommateurs entre le choix de consommer mieux ou de consommer moins et surtout l'impact prix? C'est-à-dire on a vraiment un antagonisme entre la fin du monde et la fin du mois, quelque part. Je ne sais pas qui parlait cette contradiction, mais voilà. Est-ce que vous attendez finalement à une crise du pouvoir d'achat? Alors déjà, je pense que déjà le segment de la mode n'est pas le mieux placé, effectivement, déjà dans son ensemble, que ce soit des produits mieux ou classiques, car clairement, s'il y a des arbitrages à faire, il y a peu de chances qu'ils soient faits en faveur d'un produit de mode. Donc ça déjà, oui, je pense qu'il y aura un effet sur le pouvoir d'achat et que le secteur va souffrir, comme depuis 15 ans. On veut dire, c'est juste l'accélération d'un phénomène au profit des loisirs, au profit des équipements téléphones, ordinateurs. Après, sur le consommer mieux, plus cher versus consommer moins, je pense que ce qu'il faut aussi faire comprendre, c'est qu'en fait, dans la mode, le prix est souvent assez décorrélé à partir d'un moment de la matière, en fait. C'est beaucoup de la marque, le marketing, et vous le savez tous aussi bien que moi, ce n'est pas forcément les produits les plus chers qui durent les plus longtemps dans le temps. Donc oui, peut-être qu'en apparence, consommer des produits qui à l'achat sont plus chers peut faire peur, mais si on prend sur une logique cycle de vie, c'est peut-être économiquement plus intéressant d'investir dans 2-3 très belles pièces, à la fois durables au sens premier du terme, qui résistent dans le temps, et au niveau environnemental également intéressante, que finalement d'en avoir 10-15 qui encombrent son placard. Et je pense que tout le monde a fait l'inventaire de son placard, on avait que ça à faire pendant le confinement, qui vont durer, qui au bout de 3 lavages seront complètement détendus. Donc il y a quand même quelque chose à jouer autour de ça, mais ça nécessite un changement de perception. Alors, on parle de consommation, de consommateurs un petit peu dont les comportements évoluent. Régis, c'est peut-être une question pour toi. Les retailers ont inventé une société de surconsommation. On parlait des grandes étapes de la société de consommation. Alors, comment est-ce qu'on peut réinventer aujourd'hui un modèle soutenable ou adapter l'existant? C'est vrai, et ça rejoint exactement ce que tu disais. C'est en fait, quand on regarde un peu, si on prend un peu de recul, on revient dans les années 70 et comment est-ce qu'on s'est tous développés. On a d'abord eu effectivement un développement normal, puis après on a eu cette accélération poussée par l'e-commerce, la transparence, et en fait on a tous cherché à développer les volumes. C'est-à-dire qu'on a tous, et en fait on a été poussé aussi par l'e-commerce qui a baissé les prix, on s'est aligné, plus de volume, on regardait la marge brute. Et tant que la marge brute augmente, très bien, le business se porte bien, et pour augmenter la marge brute, on peut baisser la marge unitaire.
et augmenter les volumes. Et ça, c'est très bon. C'est un boulot de commerçant et on regarde juste la ligne du haut et on regarde. Il y a deux lignes qu'on ne regarde pas, c'est la ligne du bas et l'impact environnemental. Parce que Nouvelle ligne, ça. voilà, c'est exactement. C'est une nouvelle ligne qui va, à mon avis, devenir de plus en plus importante. Parce que si vous prenez des choses qu'on ne sait pas forcément, mais vous prenez, nous, tous les appareils qu'on vend chez nous, par exemple, quand vous prenez l'impact environnemental de chaque appareil, il y a entre 60 et 80% des émissions de CO2 qui sont faites au moment de la fabrication. Pour fabriquer un téléphone, je ne sais pas, le mien, il doit peser 20 grammes, je ne sais pas, 50 grammes, peut-être 200 grammes, il faut 70 kilos de matières premières. Voilà. Et c'est vrai, ça, je ne vous parle pas des télés qui ont des écrans comme ça, parce que c'est les écrans qui coûtent le plus en impact environnemental. Et donc, globalement, si on continue à pousser les volumes, si on continue à essayer de baisser les prix, en fait, on se tire une balle à nous-mêmes. Parce que la réalité, c'est que nos coûts sont indexés sur les volumes. C'est-à-dire que moi, je vends un lave-linge que je le vende 100 € ou 1000 €. En fait, ça me coûte la même chose de le vendre. Il faut le stocker, le transporter, assurer le SAV, enfin bon, bref, tout ce qui va avec. Et du coup, pousser les volumes, ça va m'augmenter mes coûts. Et en même temps, ça va augmenter l'impact environnemental. Et donc, on arrive à une situation là où quelque part, il faut qu'on dise stop, qu'on prenne un peu de recul, qu'on regarde toute la ligne, y compris cette ligne environnementale, et qu'on se pose la question de est-ce que ce modèle, notre modèle de distribution qui fait qu'on est tous là aujourd'hui, et on peut s'en féliciter, parce qu'on a quand même eu des aventures incroyables, mais est-ce que des marques, par exemple, comme Fnac et Darty, qui ont été créées dans les années 70, qui ont 50 ans, est-ce qu'elles seront encore là dans 50 ans si on continue comme ça? La réponse, je vous le dis clairement, elle est non. D'accord ? Puisqu'on n'a pas les moyens écologiques. Et soit on tourne maintenant, c'est-à-dire soit on prend conscience de ça maintenant et on essaye de faire quelque chose, on réfléchit à quel peut être un futur modèle, soit on va être rattrapé d'abord par la réglementation, parce qu'à un moment donné, la pression populaire va stop, puis par les crises climatiques, le climat, et on ne sera plus là pour en parler dans 50 ans, et on ne laissera pas ces belles marques à nos enfants. Alors on va y venir tout à l'heure, mais il y a un élément aussi dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le fameux Made in France. Et la question que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est cette histoire de sourcing local versus Europe versus Chine. Il y a quand même une question de capacité à produire, déjà. Une question d'autosuffisance, qui rejoint la précédente. Et au final, le Made in France est-il d'une part un argument, et d'autre part, est-ce que c'est vertueux? Damien, est-ce que tu veux... Alors, le Made in France, dans la mode, je vais surtout en parler dans la mode, évidemment. Donc, dans la mode, grosso modo, on ne fabrique quasiment plus rien en France. On a perdu 90% des emplois en 20 ans déjà. Donc, c'est vrai qu'on est allé très, très loin. Est-ce que ça intéresse les gens? Oui, clairement. Parce qu'il faut reconnaître qu'entre dire à un client c'est en matière recyclée, c'est labellisé Ecotex, c'est du tannage végétal, bon, c'est plus facile à comprendre Made in France. Le côté Made in France a un côté super label, où les gens d'ailleurs mettent des choses derrière, parfois non exactes. Le consommateur est généralement persuadé que Made in France égale bon pour l'environnement. Bon, soit la réglementation en France est plus développée, mais ce que vous allez surtout améliorer en faisant du Made in France, c'est éventuellement le transport. Et pareil, dans le cycle de vie d'un vêtement, le transport, c'est 5% des émissions de CO2. Donc, mais très régulièrement en boutique, vous prenez la réflexion, vous avez fait un super produit en coton bio, vous l'avez fait venir en bateau depuis la Chine, vous êtes content de vous, et la réflexion que vous prenez, c'est « Ah bah oui, mais il n'est pas fait en France ». Bon, en tout cas, le fait est que les gens n'ont pas conscience de ça, et derrière Made in France, ils mettent super au niveau économique, super au niveau social, super au niveau environnemental. Donc c'est quand même un argument assez fort pour attirer les clients. Après, est-ce que c'est possible de relocaliser l'industrie de la mode en France? La réponse est entre les deux. On est allé beaucoup trop loin, parce que perdre 90% quand on est le pays de la mode, quand on a les plus grands groupes quand même de luxe dans le monde, et quasiment plus rien produire sur son territoire, c'est quand même un problème. Quand on est le premier producteur de lin au monde et qu'on n'a même pas une seule filature de lin sur le territoire, c'est quand même un problème. Quand on voit qu'on n'est pas capable de recycler et de refaire du fil à partir de tous ces tonnes de déchets textiles qu'on est en train de recycler, qu'on est en train d'amasser et qui pourraient recréer des emplois pour recréer des filières d'économie circulaire, c'est sûr qu'il y a un problème. Mais bien sûr, on ne pourra pas
il faut absolument augmenter le Made in France et la proximité également, parce que ça va de pair avec des modèles sur la production on demand. Quand on veut faire de la production à la demande, il faut beaucoup de réactivité et on ne peut pas le faire avec de l'Asie. Donc oui, il faut augmenter. Je ne sais pas si cette part elle doit être à 20, à 30%, mais il faut l'augmenter, passer sur du 100%. Bon, ce n'est pas possible parce qu'on a d'autres industries probablement à développer. J'aimerais bien aussi qu'on soit leader de la batterie ou leader de l'hydrogène et pas forcément leader de la machine à coudre. Et également, ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a des pays, même si c'est un gros mot de parler de Bangladesh, il y a des pays, l'industrie du textile, ça fait vivre ces pays. Peut-être pas suffisamment bien, évidemment pas suffisamment bien, mais l'industrie textile, dans l'histoire de la révolution industrielle, c'est souvent par là qu'on a commencé. L'Angleterre à Manchester, la France, la Chine, le Japon ont commencé avec le textile. Et on ne peut pas non plus ne pas tenir compte des conséquences sociales d'un retrait massif de l'industrie textile dans ces pays en développement. Alors pour moi, le Made in France, c'est plutôt un sujet social qu'un sujet environnemental, là, pour le coup. Parce que, évidemment, votre lave-linge ou votre télé, quand vous la fabriquez en France ou vous la fabriquez en Chine, ça va vous coûter la même matière première, exactement comme... Et le transport, c'est pareil, c'est 5%, c'est même moins que ça. Enfin, c'est vraiment tout petit dans l'impact environnemental global. Donc, c'est pas tellement ça. Par contre, ce qu'a révélé la crise quand même de manière assez intéressante, c'est que nous, il reste quelques usines en France, peut-être 2, le groupe Seb, et il y a une usine de four de Dietrich en Alsace. Donc c'est tout petit, nous, la plupart de la production vient des pays d'Europe de l'Est pour les gros appareils et de Chine pour tout le reste. Mais même pendant le Covid, en fait, même les usines à proximité ne pouvaient pas produire puisque les composants de fabrication venaient d'ailleurs, etc. Et tout, en plus après vous prenez des Apple, etc. Toutes les productions sont complètement mondialisées. Donc est-ce qu'on peut relocaliser en France? Je pense, puisque ça a été possible, on peut revenir. Est-ce qu'on peut revenir complètement? Je pense que c'est bien pour l'emploi. Pour l'environnement, je pense que ça ne change rien pour l'environnement. Les normes environnementales, je visite des usines en Chine, elles sont presque parfois plus strictes que ce qu'on peut avoir chez nous. Donc, c'est pas forcément, voilà, il n'y a pas forcément de corrélation sur l'environnement. Pour le social, c'est bien, parce qu'avoir des emplois en France, c'est une bonne chose. Et des emplois en France, c'est aussi des consommateurs qui vont venir dans nos magasins et acheter des produits chez nous. Donc, il y a la question bien. du modèle économique. Est-ce qu'on sait fabriquer des produits comparables à coût comparable? Et là, probablement que non. Mais on voit par exemple dans ce domaine-là pas mal de DNVB. On n'a pas évoqué le slip français, mais ils intervenaient l'année dernière sur un débat sur le même sujet. Je vois émerger aussi des DNVB dans ton secteur, Régis, qui promettent un grille-pain qu'on garde toute la vie et qui serait fabriqué en France. Oui, je peux citer. Il y a une excellente entreprise qui, en termes de modèle de fabrication, d'ailleurs, il y a Kipit. Kipit, ils ont une approche assez intéressante. Ils font une bouilloire. Alors, ils voulaient faire un lave-linge d'abord, parce que tout le monde a envie de faire un lave-linge dans notre métier. C'est vraiment j'ai fait un lave-linge, yes. Donc, ils voulaient faire un lave-linge et ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué. Donc, ils ont commencé par la bouilloire. Ils ont dit on va faire d'abord une bouilloire, après on va faire un lave-linge. Et c'est assez passionnant parce qu'ils ont vraiment une démarche par exemple, toutes leurs pièces détachées, c'est de l'open source. C'est-à-dire qu'à la limite, vous voulez fabriquer le même bouilloire chez vous. Vous pouvez. Voilà. Et donc ça garantit par exemple que n'importe qui sera capable, n'importe quelle usine, de refabriquer le même bouilloire à un moment donné. Et ils ont créé une mécanique de production qui est basée pas sur des usines mais sur des ateliers. Donc c'est des ateliers d'assemblage, plus sous la forme de... Alors c'est pas non plus des Fab Labs, mais plus dans un esprit Fab Lab, c'est-à-dire où ils sont capables de créer l'essentiel sur place et ils ont des matériaux assez bruts et des trucs. Par contre, ils ont une capacité de production très limitée. Et donc, je vais en discuter, mais alors, j'aimerais vous distribuer. En fait, c'est quasi pas possible parce que nous, on met en ligne, leur production d'un an, elle part en une journée, quoi. Voilà. Donc, pour augmenter, pour passer à l'échelle, parce que ça, c'est ce qui est formidable dans notre société, c'est qu'on a complètement industrialisé la production. Et du coup, comme on l'a industrialisé, ça coûte pas cher. C'est ça qui a poussé la baisse. On a centralisé les Chines. Moi, j'étais visiter une usine de fabrication de télé en Chine. Ils sortent 40 000 télés par heure. Voilà, juste pour vous donner le... donc, voilà. Donc Kipit, ils doivent sortir, ce qu'ils m'ont dit, ils ont une production de 5000 par mois. Voilà. Donc de bouilloire, voilà, même pas des télés. Donc ce qu'ils ont prévu, c'est de disséminer, en fait, c'est-à-dire d'ouvrir d'autres ateliers et de rester du coup dans des circuits courts et locaux. Mais ça n'a absolument rien à voir avec les modèles de distribution qu'on connaît aujourd'hui, ce genre de choses. Donc je trouve ça assez passionnant dans les nouveaux modèles qu'on peut inventer. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant derrière ça qui est
que effectivement ça coûte cher de produire en France, mais de la même manière ça coûte cher de réparer en France. Et quand moi je défends la réparation par exemple, et j'ai un problème qui est le coût de réparation par rapport au coût de fabrication, parce que la réparation c'est de l'artisanat et la fabrication, comme je vous l'ai dit, c'est de l'industrie. Et donc on a une question autour de ça, de modèle de société, de modèle économique global, hein, de est-ce qu'on ne devrait pas avoir plus de mainmise sur le, je ne parle pas spécialement du Made in France en tant que label, là, mais de maîtrise complète du cycle de vie des matières, etc., plus local en fait. Les ateliers, c'est cette capacité à disperser sur tout le territoire les ateliers de réparation, par exemple. Ouais. Je trouve que c'est intéressant, mais après c'est très émergent. On va y revenir. Voilà. Alors, ce sera effectivement le combat sur la durabilité des produits notamment. Notre thématique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez répandu. On voit tout le monde, ça fait bien de parler de RSE, de social, d'enjeux sanitaires, etc. Mais en fait, on passe rarement de la parole aux actes. Donc aujourd'hui, la vraie question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'on est à la fin du greenwashing, mais la fin de la fin, ou est-ce qu'on est encore dans des demi-mesures, les gens en parlent beaucoup mais font pas grand-chose. Donc est-ce qu'on passe de la parole aux actes? Et est-ce que pour passer à l'acte, est-ce qu'on doit attendre que le législateur s'en mêle? Damien, ton avis là-dessus? Forcément, en tant que directeur du développement durable, tu t'imagines bien que j'aurais du mal à te dire qu'on fait que du greenwashing. Le législateur, clairement, on n'a pas le temps d'attendre, puisque en tout cas sur les sujets dont je m'occupe, par exemple, on vient de voter une loi pour interdire la destruction des invendus textiles. Nous, ça fait depuis, et il y en a plein d'autres, hein, ça fait depuis 2014 voilà, qu'on les donne à des assos, par exemple. On attend depuis 10 ans un affichage, un peu comme sur les machines à laver, ABCDE, un affichage global sur la performance environnementale d'un vêtement. Ça fait 10 ans qu'on en entend parler. Au bout d'un moment, nous, honnêtement, on s'est dit, on va faire notre propre label pour essayer de guider le client, et quand il y en aura un, on l'utilisera, bien sûr, on ne prétendra pas qu'il sera de meilleure qualité. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans la mode, il y a 2 ans, ça va très vite en fait. Je pense qu'il y a 2 ans, je me rappelle quand on a commencé à parler de notre projet Go for Good aux marques, il y en avait quand même beaucoup qui nous regardaient. Go for Good, c'est le label. Go for Good, c'est un label qu'on a créé en fait, pour essayer de distinguer parmi la myriade de labels qui peut exister dans ce monde de la mode et justement de déclaration d'entreprise, essayer d'y mettre un peu d'ordre et de se poser en tiers de confiance pour faciliter en fait le parcours d'un client dans un magasin ou en ligne pour identifier des produits plus responsables. Et d'ailleurs, il y a tout un cahier des charges avec un volet environnemental, social et local. En tout cas, quand on leur parlait de ça, c'est vrai qu'il y avait 2 réactions. Il y avait ceux vraiment qui ne voyaient pas du tout où on voulait en venir, et il y en avait beaucoup, notamment dans le luxe, qui disaient « Ouh là là, mais je ne veux surtout pas parler de ça, parce que si jamais je commence à dire que cette collection elle est en coton bio ou que cette collection elle est en France, on va me demander, mais au prix que ça coûte, pourquoi tout ne l'est pas ?» Donc voilà, des gros freins, et c'est fou à quelle vitesse les choses sont en train de shifter. Et là, honnêtement, souvent je dis que mon métier est passionnant pour ça, c'est qu'on est au contact à la fois des très grandes marques et des toutes petites. Et je peux vous assurer que là, on voit vraiment on voit une marque comme Adidas qui est en train de vous dire, moi en 2024, Adidas, ils font 100 millions de paires de chaussures par an, je n'utiliserai que de la matière recyclée. Et c'est ce qu'ils ont appelé leur Moonshot Goal, mais ils sont en ordre de marche pour le faire. On voit vraiment aussi bien des très grandes marques qu'une multitude, alors beaucoup échoueront, mais une multitude de petites marques qui se créent de DNVB sur ces sujets-là. Et honnêtement, plus personne ne rigole sur ces sujets, ne serait-ce que parce qu'on est dans une crise, que le secteur est extrêmement décrié. On a entendu partout, c'est la 2e industrie la plus polluante du monde, ce qui est en réalité pas vrai, mais c'est très polluant. Mais en tout cas, et on est vraiment un bien non essentiel. C'est vrai. Enfin, je veux dire, à la rigueur, un ordinateur, c'est un bien essentiel. Dans le fond, on a besoin vraiment pour travailler. S'alimenter, c'est pareil. Même la beauté, on est vraiment dans un bien non essentiel. Donc, il faut qu'on fasse très gaffe, particulièrement notre secteur, sur ce sujet-là. Et je pense que vraiment, là, elle a été récente, mais elle est réelle. Et il y a peu de comex maintenant qui ricanent ou qui regardent leur téléphone quand on parle de ces sujets-là. Je vous aurais peut-être pas dit ça il y a quelques années. Oui, je partage complètement. Il y a vraiment une prise de conscience et du coup, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a plus de greenwashing ou très peu en réalité. Il y a toujours une mise en valeur par les équipes marketing qui sont très, très douées toujours pour tout ça, des initiatives. Mais
En général, il y a un vrai fond. C'est-à-dire que moi, j'ai pas, récemment, en tout cas, j'ai pas vu de gens qui disaient des choses ou sur lesquelles il n'y avait pas de fond. Et c'est aussi poussé par les collaborateurs, parce qu'on parlait des talents, de l'importance des employés là-dedans. Moi, je sais, j'ai fait une présentation du baromètre du SAV là, hier en interne. J'ai jamais eu une audience aussi attentive, aussi enthousiaste, etc. Tous les collaborateurs de nos entreprises sont ravis, sont hyper engagés sur ces sujets-là. Et donc, on ne peut pas, nous, dans les comités de direction, se dire on va laisser ça de côté, on va faire du greenwashing, parce que le problème, ce ne sera pas nos clients, ça va être nos collaborateurs qui vont dire sur Facebook, mais c'est n'importe quoi ce truc-là. Donc et on a déjà eu ça. Hein. Donc, vraiment, moi, je ne crois pas à ça. Par contre, ce qui est certain, et ça on le voit dans toutes les études, c'est qu'il y a une défiance des consommateurs par rapport aux grandes marques. Et plus la marque est grande, plus il y a une défiance. Et donc, même s'il y a beaucoup de fonds, c'est très difficile de faire croire aux consommateurs, au public, que ce n'est pas du greenwashing. Enfin, ou de le faire comprendre que ce n'est pas du greenwashing. Et peut-être qu'il faut qu'on soit attentif dans notre communication, à ne pas en faire trop, à ne pas dire qu'on va sauver la planète. Moi, je n'essaie pas de sauver la planète, parce qu'en plus, on a 25 000 personnes à faire vivre qui fonctionnent sur un modèle de distribution classique qui est tiré par les volumes. Donc, ce que je vous dis, tout l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il faut être responsable. Et moi, je trouve, en tout cas, que quand on parle à une audience et que quand on est responsable, quand on dit la vérité, quand on est vraiment transparent, ça permet de créer de la confiance et de diminuer ce sentiment de greenwashing, parce que je pense vraiment que tous les gens qui communiquent aujourd'hui ont vraiment des actions, et c'est super, hein, ont vraiment des actions qui sont derrière, qui sont vraiment tangibles. Mais après, effectivement, des fois, ça représente un tout petit peu de notre activité. Et j'ai encore eu la question tout à l'heure. Non, on ne déréférence pas les plus mauvaises marques, par exemple. Pas encore. Donc on met en place des choses, mais si on commence à rentrer là-dedans, c'est exactement comme le coton bio. On change tout et on ne peut pas tout changer. On a trop de responsabilités sociales, là, pour le coup. Il y avait quand même une anecdote assez amusante avec Microsoft, alors sans les déréférencer, mais pour faire évoluer les comportements côté marque, côté fabricant. Alors ça, c'est un truc qui marche bien, ça c'est sûr. C'est ce que tu as vu aussi. C'est à partir du moment où on montre les choses aux consommateurs, ça influence les comportements d'achat. Et alors, plus la marque est grosse, elle a une grosse réputation. Donc, on pense tous les Apple, les Microsoft, les trucs. Plus, dès qu'on va montrer que quelque chose n'est pas bien chez eux, ça va. Alors, on n'arrivait pas à discuter avec Cupertino ou avec Redmond. Ils nous snobaient parce que la France, pour eux, c'est ça. Hein. Là, tout d'un coup, hop, call direct, visite prévue, machin, etc. Et l'exemple que tu cites, là, c'est la Microsoft Surface. Donc on vend des Surface Pro, je sais pas, vous savez, franchement, c'est un super PC. Il est tout fin comme ça, il marche sous Windows, évidemment, c'est Microsoft. Il est franchement une autonomie. Mais par contre, si vous avez un problème de batterie, si vous avez un problème de disque dur, si vous avez quoi que ce soit, tout ce que vous pouvez faire, c'est le mettre à la poubelle. Quoi. Voilà. Parce qu'il n'y a pas une vis, tout est collé. Voilà. Et donc, on a lancé un indice de réparabilité. Pareil, on en avait ras-le-bol d'attendre. Donc, on a fait un indice de réparabilité et on a noté tous les ordinateurs qu'on avait là-dessus. Et Microsoft avait 1 sur 10. Alors, la même semaine, il y a iFixit qui a dit que c'était 0 sur 10. Je vais vous dire. Le Surface Pro de la génération suivante, un an après, il avait des vis partout. Hein. On pouvait tout démonter, machin, etc. Ce qui prouve qu'en fait, même quand on est petit, même sur des marques en plus emblématiques comme ça, on peut changer les choses. Je ne dis pas qu'on peut changer le monde, mais en tout cas, dès que ça va avoir un impact sur la réputation des marques, dès que ça va avoir un impact sur les achats, les volumes et la comparaison entre les marques, donc un impact marketing sur l'image, ça a de l'influence très concrète. Donc, influence en termes de réputation, mais aussi la question de consommer moins tout court. On en parlait tout à l'heure. Finalement, le plus bel impact, ce que disait Damien tout à l'heure, ce serait d'acheter moins, et c'est ce que font les clients. Est-ce que finalement, c'est ça l'avenir? Est-ce que, par exemple, la précommande, c'est un modèle d'avenir, Damien? Oui, en tout cas, la précommande, c'est un modèle assez intéressant. Donc, on voit émerger. Alors, la marque la plus emblématique sur ça s'appelle Asphalt. Je ne sais pas si certains connaissent. C'est quand même assez paradoxal, c'est qu'en 2020, on veut à la fois, et ça peut être le même client, je pense, qui veut à la fois en 2 heures chez lui, avec Amazon Prime, avoir sa commande, et en même temps, on va être capable de faire une précommande sur un site de mode et attendre 6 semaines pour l'avoir. Et ces modèles-là, qui semblent assez délirants, mais à notre époque, attendre 6 semaines pour avoir un pull ou un jean, on voit qu'ils arrivent vraiment à trouver une communauté, parce que
déjà, ils impliquent la communauté dans le design du produit. Ils demandent aux clients, mais en fait, vous, les chemises, c'est quoi le problème classique d'une chemise? C'est où que ça craque et comment on peut l'améliorer? Donc déjà, le client participe au cahier des charges. Après, on lui raconte toute l'histoire, on est hyper transparent sur d'où ça vient, comment c'est fabriqué, et tout au long de la production, on donne des nouvelles sur où en est le produit. Et ces modèles-là sont quand même intéressants parce que pour le client, la promesse, c'est que vous avez un meilleur rapport qualité-prix, finalement. Et puis pour la marque, ça veut dire bien sûr zéro stock, zéro invendu, zéro solde. Alors, on ne voit pas encore des acteurs énormes émerger sur ça, mais c'est quand même intéressant de voir qu'en tout cas, c'est des entreprises rentables qui marchent. Et je pense que maintenant, ça semble évident, mais c'était un sacré pari au départ d'aller sur ce genre de choses. Après, sur le consommer moins, finalement, dans la mode, en 15 ans, on consomme 2 fois plus de fringues qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on n'était quand même pas habillés en loc. Hein, donc, si on revient... Enfin, c'est consommer moins d'unités, il faut à tout prix en consommer moins d'unités. Ça ne veut pas dire, mais peut-être des unités qui seront vendues plus cher, mais qui dureront plus longtemps. Mais il faut de toute façon, oui, consommer moins, parce que 2 fois plus en 15 ans, et les prévisions vous disent, on va encore doubler. Et 99% de ça ne sera pas recyclé. Exactement. Alors la question de la durabilité, elle est centrale. Elle est aussi centrale dans tes actions, Régis. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce que vous mettez en place en termes de services pour pallier justement au consommer moins et donc au consommer durable? Alors comme je disais, la durabilité, en fait, c'est clé. C'est-à-dire qu'il faut réduire les volumes. Si on veut avoir un vrai impact, il faut réduire les volumes. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Voilà. Donc, réduire les volumes, et si vous réduisez les volumes, mais vous gardez le même chiffre d'affaires, c'est bénéfique pour tout le monde, hein, quand même. On fait assez vite le calcul. Donc en fait, payer plus cher pour avoir un produit plus durable, nos consommateurs disent qu'ils sont prêts à le faire, mais ils n'ont aucun gage de durabilité. Et finalement, entre tel aspirateur et tel aspirateur, lequel est le plus durable? Finalement, j'arrive dans un magasin, j'ai des aspirateurs avec sac, des aspirateurs sans sac, des aspirateurs balais. Bon, moi je veux un aspirateur qui aspire. Hein. Je choisis quoi? Bon, je veux un aspirateur qui dure longtemps, je ne sais pas. Voilà. Et en fait, personne ne sait. C'est-à-dire que c'est encore le plus. Pour savoir ça, il faut 2 informations que personne n'a. Enfin, en tout cas, qui sont réparties. C'est il faut connaître la fréquence de panne. D'accord ? Il faut savoir, celui-là, il tombe plus en panne que celui-là. Enfin, combien de fois ils sont tombés en panne ? Pour la fréquence de panne, c'est ramené à un nombre d'unités vendues. Sinon, ça ne veut rien dire. Je peux avoir beaucoup de pannes sur mes iPhones, certes, mais j'en vends beaucoup aussi. Donc, est-ce que c'est lié au volume ou c'est lié à la fiabilité? J'en sais rien. Et des gens qui ont cette visibilité à la fois sur les volumes vendus et sur les pannes rencontrées au monde, en tout cas dans nos secteurs à nous, il y en a peut-être 4, voilà, dont Fnac Darty. Parce qu'on est à la fois distributeur et réparateur. On est le premier réparateur de France, hein, c'est notre deuxième métier. On a 2500 personnes qui font de la réparation. Toute la journée, c'est un métier où il y a SAV dans leur titre, sur leur fiche de paye. Et du coup, on a beaucoup de data autour de ça. On a pu analyser cette data et on a commencé à travailler là-dessus. Donc, on a fait plusieurs choses. Alors là, on vient de publier, vous l'avez peut-être vu, c'était pas mal repris dans la presse là, cette semaine, le baromètre du SAV. Le baromètre du SAV, c'est quoi? On a regardé toutes les catégories de produits qu'on a. On a regardé les fréquences de panne. On a regardé la réparabilité des produits, on a donné des notes. Voilà, on a donné des notes par catégorie. Donc là, je peux vous répondre. Si vous achetez la note d'un aspirateur avec sac, elle est 2 fois supérieure à la note d'un aspirateur sans fil Dyson V11. Là, machin. Pourquoi? Parce que 70, 135. Pour vous donner l'écart. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il a de la batterie, il n'a pas de pièces détachées, etc. Et puis les aspirateurs avec sac, c'est une technologie qu'on connaît depuis longtemps, il n'y a pas de batterie, c'est durable, ça fonctionne bien, etc. D'ailleurs, je suis sûr, si vous faites un peu sondage autour de vous, depuis combien de temps vous avez votre aspirateur, vous allez voir une vraie différence entre les technologies. Donc on peut choisir à partir de cette information-là. C'est une information qu'on donne aux consommateurs, mais on a fait plus que ça. Au sein de chaque catégorie de produits, on a indiqué les scores de chaque marque. Et là, de la même manière, on voit des grosses différences. D'accord ? Et même, si je reprends un de mes exemples préférés aussi, c'est les centrales vapeur. Sur les centrales vapeur, on pourrait se dire c'est pas réparable, etc. Mais c'est pas vrai. Il y a des centrales vapeur, il y a en tout cas la marque Roventa, elle a un score de 110, là où la moyenne est à 88. Donc en fait, on peut faire des produits durables. Et donc on donne une information transparente pour le consommateur, pour l'aider à faire ses choix. Et donc c'est une information pour le consommateur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
l'avantage, en tout cas, ça a un effet sur l'amont. C'est-à-dire que du coup, depuis hier, je vous assure, mon téléphone, il sonne toutes les 2 secondes. Quand est-ce qu'on se voit? On aimerait bien aussi être dans le top. Comment est-ce qu'on fait pour progresser? Donc c'est très intéressant parce que ça pousse les fabricants à progresser. Voilà. On a fait d'autres choses, parce que comme c'est difficile, on a fait un peu comme vous, on a sélectionné certains produits, on a dit ceux-là ils sont durables, parce que la plupart des consommateurs, moi ça me passionne, il y a peut-être des gens qui sont fondus d'écologie qui peuvent passer leur vie à réfléchir pourquoi c'est durable, nous aurait dit toutes les notes. Bon, la plupart des gens ils veulent juste quelque chose de durable, donc on a mis un petit logo qui s'appelle Choix durable, qui est sur les appareils qui ont le meilleur score de durabilité. Donc vous voulez un lave-linge à moins de 400 €, vous savez lequel est le plus durable, vous avez un logo dessus. Voilà. Ça, je ne vous raconte pas non plus le scandale que ça a fait auprès des marques. Mais ça y est, ils s'y sont habitués et ils travaillent maintenant pour faire ça. Alors, toujours sur la durabilité, pendant que tu nous exposais ce sujet-là, on a eu une question qui est arrivée qui est tout à fait contextuellement pertinente, qui est, il y a un an, Darty sortait son abonnement anti-consumériste pour réparer toute l'électronique. Donc, on en avait parlé aussi de la maison. C'est quoi le bilan aujourd'hui? Le bilan, il est très bon. Alors, ça... C'est pas ce qu'on regarde. Donc, je rappelle ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas forcément... Donc, une fois qu'on a un produit durable, il faut encore qu'il dure. D'accord? Et en fait, le premier réflexe qu'on a tous, c'est quand il tombe en panne, on le jette et on en achète un nouveau. Voilà. Ça, c'est le réflexe habituel. Donc, mais s'il est durable, il est réparable, normalement. En tout cas, on les a choisis comme ça. Et donc, quand il tombe en panne, il faut le réparer. Voilà. Sauf que le frein à la réparation, c'est le coût. Donc, les gens trouvent trop cher la réparation. En tout cas, ont peur, parce que souvent, c'est pas trop cher. On parlait de fin du monde et fin du mois. Mais souvent, c'est pas si cher que ça. Mais les gens pensent que ça va être très cher. Ou bien, ça va retomber en panne après. Donc, du coup, ils vont payer 3 fois l'appareil à force de le réparer, etc. Voilà, les trucs un peu classiques. Et donc, quand on s'est posé ces questions-là, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour aider les gens à réparer plus? Et on s'est dit, si on faisait un Netflix de la réparation, c'est-à-dire, en gros, vous payez un montant tous les mois, puis après, vous pouvez réparer en illimité autant que vous voulez tous les appareils que vous avez chez vous. Tous les appareils qu'on a chez soi, pas que ceux de... Tous les appareils que vous avez chez vous. Voilà. Et alors, on a travaillé là-dessus. Quand j'ai dit ça la première fois au Comex, ils m'ont regardé un peu bizarre. Mais on l'a fait. Voilà. Et on l'a sorti, ça s'appelle Darty Max. On l'a sorti l'année dernière. Donc, c'est pas encore tous les appareils. On va y travailler. Mais c'est le gros électroménager dans un premier temps. C'est 10 € par mois. Et vous payez 10 € par mois. Si vous avez une panne, un technicien Darty vient chez vous le lendemain. Il vous répare votre appareil. Et voilà, vous n'avez rien à payer de plus. Voilà. Si vous l'avez acheté chez Darty. Si vous ne l'avez pas acheté chez Darty, on a créé une petite différence quand même. Vous payez une fois 59 € et après, vous ne payez plus jamais rien. Voilà. Donc la réparation, et si on le répare, parce que si on ne le répare pas, vous ne payez rien du tout. Voilà. Donc s'il est réparé, ça vous coûte 59 €. S'il n'est pas réparé, ça ne vous coûte rien. Donc le but, clairement, c'est de lever tous ces freins à réparer pour allonger la durée de vie des produits. Bon, le bilan, ça a 10 mois à peu près. C'est un peu difficile de donner des chiffres ou de faire un vrai bilan. Il y a une forte attente des consommateurs qui sont très, très réceptifs. Quand on leur explique ce que je viens de vous expliquer, ils disent « Ah ouais, c'est génial, comment vous gagnez de l'argent ?» Voilà. On y croit beaucoup. Peut-être le meilleur bilan que je peux vous donner, c'est notre annonce qu'on vient de faire, qu'on lançait un plan de recrutement de 500 techniciens, ce qui montre que ça marche. Voilà. Et voilà. Et ce qu'on constate aussi, ça marche aussi d'un point de vue environnemental parce qu'effectivement, on répare beaucoup d'appareils. C'est-à-dire que beaucoup d'appareils qui avant étaient jetés sont maintenant réparés parce que les gens sont abonnés Darty Max. Et on a rendu le truc tellement simple, c'est digital. Vous avez la liste de tous les appareils que vous avez chez vous, vous appuyez sur un bouton, on vous rappelle. Le bouton de Régis Schulz, on a intégré la réparation dedans, en fait. On essaie de faire un diagnostic par téléphone avec vous. Donc, il n'y a même pas besoin de chercher le numéro de téléphone, etc., retrouver la facture, tout ça. On a fluidifié l'expérience client pour vraiment que la réparation soit aussi facile qu'un achat, voilà, finalement, quelque part. Damien, ça t'inspire quoi? Est-ce que demain, il y aura les ateliers pour recoudre les vêtements déchirés sur le même modèle que Fnac Darty? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement irréaliste? Non, c'est quelque chose auquel on pense, mais c'est quand même beaucoup plus difficile à appliquer dans le textile que dans l'électroménager. À l'heure actuelle, il n'y a aucune marque, il n'y a que Patagonia qui propose ça. Et c'est une vraie frustration pour moi d'ailleurs, parce que je rêve, moi, de créer la même chose que tu as fait, un indice de réparabilité. De durabilité déjà, pas tellement de réparabilité, mais de durabilité, parce que finalement, j'ai bien conscience que moi, je vais mettre en avant une matière biologique, une matière recyclée, mais peut-être que le produit qui est en matière classique
mais qui va durer 2 fois plus longtemps, il a clairement un meilleur bilan. Sauf que ça, je l'ai pas, cette information. Et à l'heure actuelle, il n'existe pas de référentiel permettant de le faire, mais c'est clairement quelque chose. Enfin, moi, c'est une de mes obsessions et pour le coup, c'est une des. Je sais que je passe à côté d'un gros sujet. J'ai pas les outils à l'heure actuelle pour l'adresser, mais je désespère pas. Après, ce n'est pas les sujets qui manquent sur la mode, hein. On parle de location, alors que ce soit sur la mode ou autre chose. Il y a des startups comme Lizzy, Rent the Runway aux États-Unis, Rentez-vous, alors qu'il y a eu un succès limité, mais voilà, Rebelle, d'autres startups en Europe et dans le monde entier sont axées sur la location. La seconde main, on voit, et l'économie circulaire, on voit le succès de Vinted, sans parler même du Bon Coin. Et puis l'aide au choix avec Yuka. Alors on aurait pu parler aussi sur l'alimentaire. Voilà, les startups, elles sont là, elles redoublent de créativité. Et là, j'ai une question pour vous deux. C'est comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous fonctionnez en écosystème, comme c'est le cas aujourd'hui, où on a effectivement le mélange de retail et de tech? Et qu'est-ce que vous faites avec les startups et comment est-ce que vous travaillez avec elles? Nous, on a un outil pour ça, c'est Lafayette Plug and Play. En fait, c'est un accélérateur de startups qu'on a ouvert il y a quelques années. Et pour le coup, ça nous a énormément aidé puisqu'il y a en permanence des startups. Alors, on n'est pas seul, hein, il y a plusieurs partenaires avec nous, Carrefour de mémoire et Lacoste et j'en oublie plein. Donc du coup, on travaille avec ces startups et on teste pas mal de choses. Donc dans la location, on a testé pas mal de choses. Dans la seconde main également. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que c'est toute la difficulté de travailler avec des startups. Hein, mais ça, c'est ce que je vais dire semble évident. Hein, c'est la confrontation entre la réalité, la complexité du grand groupe et une petite équipe de startup. Être le premier à faire un projet est parfois compliqué. Mais en tout cas, nous, grâce à cet écosystème qui est juste à côté de nous, en fait, en permanence, il y a 2-3 projets dans l'entreprise menés avec des startups. C'est de passer du POC à complètement. la suite. C'est ça. Nous là-dessus, on a eu des approches un peu similaires. On travaille avec des incubateurs. On n'a pas notre propre incubateur. Hein. On travaille avec des incubateurs et des fonds avec qui on est très proche. On fait beaucoup de choses sur l'e-commerce, pas tellement sur les sujets de durabilité, etc. Parce que finalement, sur nos sujets à nous, il n'y a pas grand-chose. En fait, on n'invente rien, quoi, quelque part. C'est réparer son lave-linge. Ma grand-mère le faisait déjà, quoi. Et donc, du coup, il y a assez peu d'innovations qui existent encore. Et il y a eu des tests qui ont été faits sur les objets connectés, etc. Mais en fait, ça n'apporte pas suffisamment de valeur. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment un écosystème encore. J'espère que ça va venir. Je l'appelle de mes voeux. Par contre, ce qu'on fait... Alors, il y a des startups, par exemple, de réparation de smartphones où il y avait des gros problèmes sur la réparation de smartphones. Il y a une en particulier qui s'appelait WeFix, qui a essayé pour résoudre le problème du temps de réparation. C'est-à-dire que mon smartphone, je ne le réparais pas parce que ça durait 2 semaines, le temps que je le donne, que je le récupère, etc. Donc, ils réparaient en 20 minutes. Ils avaient un modèle économique qui fonctionnait très bien. Et donc, du coup, on les a rachetés. Et on les développe. Hein. Quand on les a rachetés il y a 2 ans maintenant, il y avait 50 points de vente. Maintenant, il y en a 130 de réparation. Et donc, c'est un vrai succès. Donc, ça permet, quelque part, les startups, on s'allie avec eux ou on travaille avec elles pour alimenter nos sujets de durabilité et trouver des solutions. Sur la partie tech, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. Enfin, il y a forcément des choses, mais ce n'est pas là-dessus où on a les plus grandes difficultés. Par contre, ce qu'on fait beaucoup, et comme je vous disais, on a un sujet de crédibilité et de faire les bonnes actions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper dans les combats, il faut fixer les bonnes priorités. Donc on travaille beaucoup avec des ONG, Halte à l'obsolescence programmée, les Amis de la Terre, les gouvernements. On a beaucoup participé à la loi pour une économie circulaire là, qui était portée par la ministre Brune Poirson. Cet aspect-là est important parce qu'il y a un sujet de transformation de société et donc c'est bien de ne pas être seul. Voilà. Alors effectivement, sur les startups, on pourrait s'étendre longuement. Pour la question de l'écosystème, sachez qu'on est là, nous, l'ICC aussi, pour ça. Avec Diamartna, on va vous aider à les identifier. C'est un peu notre boulot aussi. Je passe à notre dernier sujet, en fait, qui est question des nouveaux business models. Et cette question centrale, je trouve, de gouvernance. C'est-à-dire comment concilier finalement RSE et rentabilité vis-à-vis des actionnaires. Et finalement, est-ce que la structure actionnariale est déterminante pour agir pour une entreprise familiale, par exemple, Damien? Alors moi, je pense vraiment que c'est clé. Avant d'être chez Galeries Lafayette, j'étais 8 ans consultant, donc j'ai aussi vu pas mal d'entreprises et je dois reconnaître que
être dans une... Alors, je dirais que c'est qui tout double, parce que si vous êtes dans une entreprise familiale et que la famille s'en fout, forcément, là, vous pouvez même pas dire attention, on va être mal noté dans les indices de notation extra-financière, ça intéresse beaucoup nos actionnaires, etc. Vous avez une carte à jouer, mais si elle marche, bon, c'est évident, hein, on est sur des sujets quand même où on ne voit pas toujours les retombées à 6 mois et à 1 an. C'est quand même une vision au moins à moyen terme, voire à long terme, et la structure familiale aide grandement. Nous, Philippe Houzé, notre président, aime rappeler parce que j'ai vu qu'on a beaucoup parlé de Monoprix aujourd'hui, que c'est lui en 1992 qui a été le premier à vendre des produits bio dans les supermarchés. À l'époque, c'était une idée totalement novatrice. Il les avait ramenés de sa valise du Canada. Et donc voilà, on a vraiment une conviction des dirigeants et on a lancé la semaine dernière une grande consultation citoyenne pour demander aux gens, en fait, aux citoyens, comment agir ensemble pour une mode plus responsable. On vise 100 000 contributions. Et parmi les partenaires, je me suis fait la réflexion. Il y avait Petit Bateau, il y avait Eram, et il y avait Etam. C'est que des entreprises familiales. Alors je ne dis pas évidemment qu'une entreprise non familiale, etc., n'a pas envie d'aller là-dedans et ne peut pas aller plus loin et plus vite, mais je dois reconnaître que ça aide et qu'on en retrouve quand même pas mal à la tête d'entreprises particulièrement innovantes dans ces sujets. Nous, on est l'opposé, on est coté. La Bourse de Paris. Il y a quand même une devise intéressante. Non, mais pour le coup, d'abord, c'est ça. C'est pas un frein. C'est-à-dire que ce qu'on constate, et c'est de plus en plus vrai là pour le coup, c'est tout la green finance et le green banking, qui est que notre notation extra-financière nous permet d'accéder à des financements en fait. Voilà. Et du coup, là où c'était un sujet écologique, ça devient un sujet financier. C'est pour ça, moi, je plaide pas mal pour que ces sujets de green finance remontent un petit peu, et que quand les banques investissent dans des choses, parce que ça les pousse à tenir compte de ces aspects environnementaux, de toute la notation extra-financière, dans l'octroi de prêts ou la définition des taux d'intérêt sur les prêts, etc. Et ça a un impact immédiat, alors, sur les entreprises familiales, mais encore plus sur les entreprises cotées, puisque du coup, les agences de notation, etc., tout le monde s'intéresse à ce sujet, parce que votre capacité à vous financer sur le marché est extrêmement importante. Et donc, il y a vraiment quand même un développement de ces sujets-là. Et la preuve peut-être la plus évidente, c'est que tout le monde chez nous a un incentive sur l'extra-financier. Hein. Donc, bonus des dirigeants. Voilà, le bonus des dirigeants, c'est juste le reflet de la stratégie du board, etc. Et donc ça montre quand même que c'est important et qu'on peut faire des choses. Alors après, je ne vais pas vous mentir, l'actionnaire, le conseil de surveillance, ce sont des gens qui sont rationnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste sur une conviction les convaincre de changer une stratégie d'entreprise et de dire je prône la déconsommation et le remplacement plutôt que la réparation plutôt que le remplacement. Hein, je veux dire. Et si on avait tenu ce discours-là il y a 3 ans, je pense que je ne serais pas là devant vous pour en parler. Mais du coup, il y a un travail de fond à faire pour leur expliquer, pour leur montrer que les business models sont possibles, qu'on peut faire évoluer, que ça va en plus sécuriser et pérenniser l'entreprise pour le futur. Et finalement, même des actionnaires, même le board, leur intérêt, c'est d'augmenter la valeur de l'entreprise et que cette valeur se projette dans le temps. Et l'aspect environnemental, comme je vous disais, la réglementation, tous ces sujets-là nous tombent dessus ou vont nous tomber dessus. Et finalement, l'intérêt de l'actionnaire maintenant rejoint l'intérêt de la planète en grande partie. Alors on arrive au terme de cette table ronde passionnante. On aurait sûrement plein d'autres choses à se dire. On va parler un petit peu du monde d'après pour conclure et finalement comment accélérer cette transformation dans un contexte où quand même les budgets sont contraints, où chacun essaye d'avoir une logique quand même de quick win, donc assez court-termiste. Comment est-ce que vous voyez les 4 prochaines années? Quelles sont vos obsessions, vos grands projets en tant que porteur du sujet RSE et les tendances de fond finalement qui se dessinent? Bien. Alors, je pense que tout d'abord, il faut pas se priver d'aller sur tous les sujets où économie et écologie se rejoignent, et donc l'énergie, les déchets,
les transports, la rationalisation des transports, le packaging. Ces sujets-là, c'est le bon moment de les travailler parce que si jamais on fait les choses différemment, si on s'organise, il est vraiment possible d'avoir des économies substantielles. Après, je pense que notamment quand on est une grande entreprise, je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur la défiance vis-à-vis des grandes boîtes, c'est assez hallucinant. Je pense que du coup, si jamais vous êtes une grande entreprise et que vous y allez, il faut y aller à fond. Parce que de toute façon, autrement, ça ne portera pas ses fruits. Si jamais vous arrêtez, vous y allez de façon médiane, moyenne, ça ne sera pas suffisamment cru, perceptible de la part de votre client, vous y aurez laissé de l'argent. Donc je pense que c'est, à mon avis, c'est le moment ou jamais pour accélérer et essayer vraiment de transformer l'essai. Après, sur la rentabilité de la RSE, je pense que pas du tout la limiter. Nous, par exemple, bien sûr, on va mesurer le pourcentage de chiffre d'affaires des produits Go for Good. On s'est fixé 25% en 2024, 100% sur nos marques propres. Donc, on s'est fixé des objectifs ambitieux. On s'est fixé aussi comme objectif de proposer une solution de revente et de recyclage sur 100% des produits vendus aux Galeries Lafayette. Et en 2024, on ne se les est volontairement pas fixés comme certains à 2050 parce que c'est pas très engageant, je trouve, tandis que 2024, il faut délivrer assez rapidement. Donc il y a ces objectifs-là. Peut-être que le chiffre d'affaires Go for Good sera une façon de refléter notre réussite. Mais moi, je crois aussi beaucoup au fait que ça nourrit la marque et que ça joue beaucoup sur la préférence de marque, aussi tout simplement. Si jamais on arrive à faire comprendre à nos clients qu'on est une enseigne qui a une utilité dans la société, réellement, qui a des valeurs, qui bien sûr poursuit un but économique, qui a des emplois, mais qui veut vraiment avoir un impact positif sur son territoire. Je crois beaucoup que ça peut créer une préférence d'enseigne et que ça, c'est assez compliqué parfois à mesurer. C'est une conséquence indirecte, mais il me semble que c'est la plus importante. Mot de la fin. Nous, c'est dur de conclure un sujet comme ça. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est si on regarde les 4 dernières années, on se dit qu'on peut absolument pas prédire les 4 prochaines. Nous, par contre, on peut dire quelles sont nos priorités. L'allongement de la durée de vie des produits, très clairement, ça a plein de vertus pour la planète, pour l'économie aussi. Développer des modèles économiques qui ne dépendent pas uniquement de la distribution. L'abonnement d'Artimax dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un modèle d'abonnement, ça ne dépend pas de la fréquence de visite, du coup ça nous rend moins sensibles aux crises aussi. Donc ça, c'est des priorités importantes de transformation, parce que le modèle de distribution qui a fait notre succès aujourd'hui ne va pas durer. Donc la question, notre priorité, c'est de réfléchir à un nouveau modèle et comment est-ce qu'on peut éclairer le consommateur. On a une mission dorénavant, ça s'appelle Engager pour un choix éclairé. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on met des actions fortes, comme tu disais, parce qu'on peut pas juste, on n'est pas à moitié engagé. Voilà. Quand on parle de gens engagés, tout de suite, on a des grandes figures qui viennent. Non, on peut pas être engagé. On est engagé ou on l'est pas. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de manière très forte pour éclairer le choix des consommateurs et les aider à bien choisir. Et je pense, s'il faut conclure, c'est peut-être ça. Là, moi, en tout cas, c'est ma conviction. C'est quel est le rôle d'un distributeur. C'est-à-dire le rôle d'un distributeur, historiquement, c'est de mettre en relation des fabricants et des consommateurs et de leur apporter. Et c'est quoi la valeur ajoutée qu'on peut avoir là-dedans? Quelle meilleure valeur ajoutée que de bien les conseiller, de les aider à faire les bons choix, de choisir les bons produits qu'on va vendre, puisque c'est notre rôle, et on a une capacité de décision par rapport à ça, et on a un pouvoir immense, nous, distributeurs, parce qu'on voit 100% du public, quelque part, à travers toutes nos enseignes réunies. Et donc on a la possibilité de faire des choses, mais il faut vraiment qu'on prenne cette conscience et qu'on fasse du coup des choix éclairés, nous, en tant que distributeurs, pour que nos clients fassent des choix éclairés. Et ça va être ça ce qui va nous tirer dans les prochaines années. Et du coup, on travaille sur juste une stratégie qui est uniquement axée là-dessus. Voilà. Et on est nourri là-dessus par le labo Fnac. On a notre histoire d'ADN aussi. Voilà, c'est un peu un retour aux sources, j'allais le dire. C'est l'ADN de Fnac que l'aide au choix et le conseil, avec les fameux guides. Et c'est d'autant plus facile qu'on a tout ça derrière nous et tout ce patrimoine de Darty, de Fnac, etc. Bien, merci messieurs, merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, maintenant on vous donne rendez-vous d'abord tout de suite dans l'immédiat pour le drink. Et puis le 19 novembre, nous on persiste et on signe un autre événement par l'ICC et le groupe Diamart qui est le Connected Day. On se retrouve donc tous à Lille
pour une journée qui ressemblera à celle-ci, mais chez les ch'tis. Merci beaucoup.